dans le travail, pour les frontières? Est-ce qu'on va réussir finalement à en faire quelque chose dont tout le monde peut se vanter? On sait que ça a largement fait débat ces derniers mois. On a eu le Premier ministre qui a parlé d'un sentiment de submersion, François Bayrou, et on a eu de nombreuses discussions. Je pose la question parce que c'était les mots de Bruno Retailleau lors d'une émission qui dit « Mais bien sûr que non, l'immigration n'est pas une chance pour la France ». Alors on va essayer justement d'ouvrir ce grand dossier, l'étayer avec des chiffres, avec des récits, avec des reportages. Et pour cela, j'accueille d'abord Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci beaucoup d'être avec nous, de la démographie, pardon. Et j'accueille aussi Éric Tegner. Bonjour. Bonjour Maxime. Journaliste, vous êtes régulièrement sur cette antenne et vous êtes le fondateur de Frontières et vous ouvrez dans quelques semaines, vous lancez dans quelques semaines Frontières Plus, qui est une plateforme où vous allez justement précisément lancer vos reportages, vos documentaires, vos enquêtes. Et la prochaine sort dans le 15 mai, si je ne dis pas n'importe quoi, justement sur les coulisses de l'immigration avec derrière tout ce que ça suggère, c'est-à-dire notamment un business des passeurs. On va avoir le temps de rentrer tout ça dans le détail. Vous, première chose, et c'est vers vous que je me tourne, Nicolas Pouvremonti, souvent quand on vous lit, vous écrivez dans le Figaro, dans le Point, on a l'occasion de vous écouter régulièrement et vos rapports sur le site, je les recommande parce que la première chose, mine de rien, que vous mettez en évidence, pour que les gens puissent se faire une idée, il faut que le débat soit éclairé. Et vous dites, mine de rien, j'ai fait cet observatoire parce que le débat, nous n'avons pas tous les chiffres, c'est très difficile d'avoir une information, on va dire, complète sur l'immigration. Absolument. À la fois, c'est très difficile d'avoir accès à un certain nombre de données en France sur l'ensemble des réalités migratoires du pays, les entrées, les sorties, les degrés d'intégration économique, l'intégration sociale, culturelle, familiale. Autant d'éléments qui sont beaucoup plus librement accessibles chez nos voisins européens. Et par ailleurs, lorsqu'on parle de ces données, lorsqu'on les utilise, on se heurte parfois à de mauvaises habitudes prises dans ce débat et qui visent à faire de la discussion démocratique sur l'immigration un simple échange de slogans finalement. Et s'il y a bien un sujet aujourd'hui sur lequel on peine à s'entendre sur les faits, c'est celui-là. Or, dans une démocratie, notamment sur un sujet aussi éminemment politique que l'immigration, il peut évidemment y avoir des opinions différentes, mais il nous a semblé nécessaire de réussir à mettre sur le devant de la scène ces faits sur lesquels peut ensuite avoir lieu une discussion éclairée dans la société. Éric Tegner. Moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie aussi sur le fait qu'il y aurait une forme de contrôle de l'immigration aux frontières européennes. Moi, effectivement, je vous l'ai dit, dans ce documentaire que je publie le 15 mai, je suis allé à peu près dans plus d'une douzaine de pays. J'ai fait toutes les voies migratoires, des Canaries, de Lampedusa, des Balkans, je suis allé jusqu'au Sénégal, en Mauritanie. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, Frontex aujourd'hui, par exemple, qui est quand même l'agence censée protéger les frontières européennes, qui a un budget de 800 millions d'euros, ne protège pas les frontières. C'est simplement son ancien numéro 2 et aujourd'hui, enfin son ancien directeur est aujourd'hui au Rassemblement national pour dénoncer, on va dire, ce qu'il n'avait visiblement pas réussi à mettre en place quand il était en poste, pour traduire justement, on va dire, l'inutilité de Frontex. Exactement, et il a expliqué comment justement lui, il a été un petit peu martyrisé par des ONG européennes qui ont essayé de lancer des enquêtes contre lui. Parce qu'on se retrouve, moi c'est ce que j'avais constaté notamment aux Canaries, on pense que les bateaux de migrants qui arrivent, on sait que c'est la nouvelle voie migratoire aujourd'hui, vont être empêchés de rentrer, et non, en fait on se retrouve avec des ONG, la Croix-Rouge, des associations locales, Frontex qui n'est là finalement que pour avoir des observateurs des droits humains. Moi à ce niveau-là, j'en avais vu qu'une seule personne de Frontex, et donc l'objectif aujourd'hui de l'immigration, ce n'est pas de la contrôler, c'est de l'enregistrer, c'est de la réguler, c'est de la faire entrer progressivement sur l'ensemble du territoire, parce que l'opinion publique européenne a été choquée en septembre 2023 par la crise de Lampedusa. Moi j'y étais, où il y a eu 8000 migrants qui sont arrivés d'un coup sur le territoire. Tout à fait, parce que effectivement ils ont eu l'impression d'un bazar généralisé. Et là, les dirigeants européens se sont dit, bon, on ne va pas freiner l'immigration, mais on va faire en sorte qu'elle soit moins visible et on va mieux la réguler. Mais avant de vous interroger, Nicolas Pouvremonti, vous parliez de la, on va dire, crise migratoire de Lampedusa dont on se souvient. Est-ce que le choc n'a pas été, on va dire, un peu plus lointain? Je me souviens notamment de 2015, avec ce qui s'est passé au moment de la crise syrienne, des personnalités de gauche, notamment dans l'époque, dans le gouvernement Hollande, comme Manuel Valls, alertaient sur la nécessité, on va dire, de faire très attention en réalité à l'accueil très généreux de certains pays européens, parce qu'on ne savait pas comment cela pouvait se finir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelques semaines encore, la presse européenne revenait sur ces années d'erreur d'Angela Merkel. Nicolas Pouvremonti. Oui, c'est certain qu'il y a eu un basculement migratoire en Europe au cours de la décennie écoulée, et le moment charnière de ce basculement, ça a été la crise des migrants de 2015. Sur une décennie, entre 2014 et 2024, l'Union européenne a accueilli plus de 8 millions de demandeurs d'asile sur son sol. En termes démographiques, c'est un
peu comme si elle avait accueilli un nouvel État membre. Vous voyez, ce serait le 15e État membre le plus peuplé par la taille de sa population, juste après l'Autriche et juste avant la Bulgarie. Elle a aussi beaucoup augmenté ses canaux classiques d'immigration légale. C'est-à-dire qu'en 2023, les États membres de l'UE ont accordé 3,7 millions de premiers titres de séjour dans leurs pays respectifs. C'est presque 150% de plus que 10 ans avant. Donc ça, c'est toute l'immigration, on va dire, qui est dans les radars. Et ce qui n'est pas dans les radars, ou beaucoup moins, c'est effectivement ce qui relève des franchissements irréguliers. Et de ce point de vue-là, il faut quand même mettre en exergue le caractère quasiment schizophrénique du mandat qui est donné à Frontex, effectivement. C'est-à-dire que Frontex, c'est une agence qui est censée épauler les États membres dans la protection des frontières extérieures de l'Union, c'est-à-dire les frontières entre les États membres de l'UE et l'extérieur. Et dans le même temps, Frontex est tenu par un principe qui s'appelle le principe de non-refoulement, qui fait qu'on ne peut pas refuser l'entrée à quelqu'un qui prétend au statut de réfugié. Donc à la fois, il faut protéger les frontières, mais on ne peut pas empêcher les gens d'entrer. Mais je me tourne vers vous pour tisser la suite de votre pensée, Éric Tegner et Nicolas Pouveau-Monti. Le but étant quand même, je crois, en tant que citoyen attentif, on entend régulièrement quand même les politiques depuis de nombreuses années d'abord remettre en cause ces fameux accords Schengen, ensuite, on va dire, avoir plus de sévérité aux frontières. Concernant l'immigration illégale, on est face à quoi? Est-ce qu'on est face par exemple à une machine d'État débordée, à une machine européenne qui ne sait pas ce qu'elle fait, ou tout simplement à une volonté derrière laquelle il y aurait peut-être une explication très politicienne de ne pas toucher à ça? C'est effectivement un problème de droit européen. Moi, je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vécu. On sait qu'en ce moment, cette année, là où il y a le moins d'entrées illégales, c'est sur la route des Balkans, qui pourtant, vous en parliez en 2015-2016, avait été la principale route migratoire. Et pourquoi? Parce qu'il y a un petit pays qui s'appelle la Bulgarie, qui est face à la Turquie et qui, lui, ne fait rentrer personne. La Turquie que l'Union européenne aide régulièrement, ça commence à être un vrai sujet actuellement. Il y a des centaines de milliers de Syriens à la frontière turque qui attendent justement de franchir et de venir en Europe, ce qui donne une force à Erdogan d'un point de vue diplomatique. Et d'ailleurs, il avait fait son chantage migratoire en 2016. Exactement. Et il a retenté en 2021 également de le faire parce que en France, on pouvait critiquer certaines mosquées financées par la Turquie. Et donc, qu'est-ce qu'il se produit en Bulgarie? En Bulgarie, moi, j'ai pu le constater. Il y a ce phénomène justement de pushback, de refoulement illégaux. Les membres de Frontex que j'ai pu voir qui sont sur place m'ont expliqué qu'ils ne voyaient jamais de migrants. Pourquoi? Parce que très concrètement, les Bulgares, ils ont institué un système qui, d'un point de vue européen, est totalement illégal. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un franchissement illégal de migrants de la frontière turque, ils les récupèrent de nuit, ils les amènent dans un camion jusqu'à un commissariat, puis le lendemain matin, moi j'ai pu les suivre, à 5h du matin, derrière des camions bâchés, ils vont les remettre de l'autre côté, du côté turc. Et donc, qu'est-ce qu'ils font à chaque fois qu'ils savent qu'il y a une traversée illégale de migrants? Ils disent à Frontex, ne venez pas, parce que si Frontex est sur place, ça va les empêcher de faire ce travail. Parce que, et ça je vais vous dire, les dirigeants européens, ils sont évidemment au courant de ce qui se passe, mais ils laissent faire parce qu'ils savent que c'est la seule façon aujourd'hui de contrôler l'immigration. Donc ça paraît paradoxal, on est dans un système schizophrénique, où aujourd'hui, ce qui permet justement à l'Europe d'avoir moins de migrants du côté des Balkans, c'est le fait que la Bulgarie fasse cela. On se souvient comment Viktor Orban, qui faisait la même chose en Hongrie, avait complètement été vilipendé et avait perdu des fonds européens à cause de cette notion de pushback, où effectivement, comme le disait Nicolas Pouveau-Monti, on ne peut pas aujourd'hui empêcher quelqu'un de rentrer sur le territoire européen. Oui, avec en plus concernant Viktor Orban tout d'autres sujets, notamment sa proximité, on va dire, entre l'État et les juges qui avaient posé d'autres problèmes concernant l'arrêt de certains fonds européens. Peut-on réussir en France à faire de l'immigration une véritable chance? J'attends vos commentaires, réactions, idées, avis. Venez participer un peu à cette discussion entre Nicolas Pouveau-Monti et Éric Tegner. On est ensemble jusqu'à 14h. 0826 300 300, l'application Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot. Peut-on réussir à maîtriser l'immigration en France pour réussir à en faire une chance pour notre pays? Ce sont évidemment les mots utilisés par Bruno Retailleau et j'en discute pendant encore 45 minutes avec Nicolas Pouveau-Monti, le cofondateur et le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et d'Éric Tegner, le créateur et le fondateur de Frontières, qui lance dans quelques semaines, le 15 mai précisément, Frontières Plus, une plateforme justement avec du reportage, des enquêtes, des documentaires, et la première grande série documentaire que vous lancez, c'est précisément sur le business de l'immigration avec les passeurs et tout le business totalement glauquissime d'ailleurs qui se cache derrière tout ça. La question qu'on était en train de se poser, c'est que mine de rien, tout se joue en réalité à l'échelle européenne. On sait à quel point des pays font du chantage avec ça. On parlait de la Turquie.
quand on regarde aujourd'hui certaines attitudes de députés qui encouragent en fait à construire un avenir avec la Turquie, on se demande si c'est une sorte de naïveté qu'on pourrait trouver touchante et même parfois sincère, ou si c'est juste, on va dire, un aspect politicien qui fait que tout le monde, à partir du moment où ça peut nous apporter quelque chose financièrement, tout le monde peut être un partenaire, même si on a fait du chantage migratoire. Alors je vais vous dire, Maxime, moi mon opinion, c'est que aujourd'hui, les responsables politiques, ils veulent cette immigration. Et ils sont pas prêts à l'assumer. Donc ils sont plutôt dans une logique de mentir, d'essayer de faire croire que c'est une chance pour la France. Pour penser à, quand on voit l'évolution des opinions européennes sur ce sujet, que on va dire le seul aujourd'hui pouvoir politique puisse l'accepter, parce qu'en réalité on voit bien qu'il y a une véritable volonté de s'y opposer dans les opinions européennes. Oui, bien sûr, mais pour autant vous avez l'Espagne qui a annoncé qu'ils allaient régulariser 900 000 clandestins, et étant donné qu'on est encore dans les accords Schengen et au gouvernement ils sont pour Schengen, c'est-à-dire que ces clandestins régularisés en Espagne vont pouvoir franchir la frontière et venir en France. La réalité aujourd'hui, c'est que la France, elle est totalement attractive. Moi je vais vous donner un exemple très concret, parce qu'à chaque fois les gens de gauche ils vous disent qu'ils connaissent, et que les gens plutôt de droite, ce sont ceux qui en fait ne connaissent rien et font de l'idéologie. Bien sûr, moi je l'assume, je ne me prétends pas neutre. Et donc moi j'ai vu un passeur qui s'appelait Abdoulaye sur les plages du Sénégal, donc à des milliers de kilomètres d'ici. Et qu'est-ce qu'il m'a dit face caméra? Il m'a dit: aujourd'hui on sait tous que les hôpitaux en France c'est gratuit, le problème au Sénégal c'est que les hôpitaux ce n'est pas gratuit. Il me parlait de ses amis à Montpellier, de ses amis à Dijon en fait. Et quand je lui posais la question en lui disant: oui mais tous les migrants qui veulent aujourd'hui partir en France, est-ce que c'est pas un problème pour eux de quitter leur pays? Ils me disent: mais non, ils rejoignent leur famille, parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui de diaspora qui est énorme en France, qui fait qu'il y a de plus en plus. Et moi, ce qui m'avait tétanisé à la fin de cette interview de ce passeur, c'est que je lui demande: mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va continuer aujourd'hui? Il m'a dit: ça ne s'arrêtera jamais. C'est ça la réalité. C'est que la crise migratoire, elle est devant nous. On nous fait croire qu'on importe des bacs plus 10, alors qu'en fait, on se retrouve plutôt avec des personnes qui vont être sous-diplômées, qui viennent. Vous posez deux sujets majeurs. C'est pour ça que je me tourne vers vous, Nicolas Pouvon-Monty. Vous parliez des chiffres. Les chiffres sont importants dans ces débats. Quand on parle de l'attractivité de la France, on sait que c'est en effet à la fois, mine de rien, un argument qui est évoqué par la droite et toute une partie du spectre politique en disant: le problème migratoire, ça ne s'arrêtera jamais, précisément parce que notre pays est attractif. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans les chiffres quand on parle de l'accès aux soins, parfois l'accès au logement, l'accès au marché du travail? Est-ce que c'est ce qu'on aperçoit également dans ces données? On peut dire que c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un cadre structurel qui est celui qui vient d'être décrit, à la fois un grand déséquilibre démographique. Le continent le plus vieux du monde, l'Europe, est à quelques encablures du continent le plus jeune du monde, l'Afrique, avec des écarts de niveau de vie gigantesques. Le PIB par habitant du Mali est 50 fois inférieur à celui de la France, avec une population africaine jeune qui va encore gagner 1 milliard d'habitants d'ici à 2050. Donc là, c'est le cadre structurel. Et dans ce cadre-là, sur les principaux volets de l'attractivité, disons, sanitaire et sociale, la France se rend effectivement plus attractive que ses voisins. On pourrait multiplier les exemples. Il y a évidemment le cas... Si on devait, on va dire, donner deux exemples concrets pour ceux qui nous écoutent, et d'ailleurs, réagissez 0826 300 300, l'application Sud Radio, pour comprendre comment, vis-à-vis de l'immigration, la France reste extrêmement attractive, comme le dénonçait Éric Tegner. Alors, pour ne prendre que deux exemples, sur l'hébergement, la France est l'un des seuls, si ce n'est le seul pays en Europe à avoir inscrit dans ses lois, dans son droit, le principe d'un hébergement inconditionnel des personnes, quel que soit leur statut de présence migratoire. Et le mot inconditionnel, là-dedans, pose problème. En tout cas, visiblement, c'est ce qui fait que c'est une exception. Et quel est le résultat de ça? Nous dit la Cour des comptes il y a quelques mois, c'est qu'on a aujourd'hui au moins la moitié des places d'hébergement d'urgence du parc de l'État qui sont occupées par des immigrés en situation irrégulière, pour un coût d'1 milliard d'euros par an, avec évidemment un effet d'éviction gigantesque pour les Français comme pour les étrangers en situation régulière. Et peut-être un deuxième exemple sur le volet de la santé. On parle beaucoup de l'aide médicale d'État, et c'est évidemment légitime, parce que l'AME est une exception en Europe par le caractère très large du panier de soins qui est intégralement pris en charge. Et ça a fait polémique ces dernières semaines. Ouais. En situation irrégulière, c'est-à-dire que quand je parle de largesse du panier de soins, c'est tous les soins sauf les PMA, les cures thermales et une poignée de micro-exceptions. Mais à côté de ça, il y a encore d'autres dispositifs de soins qui sont uniques en France. Pour parler d'un sujet qui monte dans l'actualité, et ça me semble heureux, les titres de séjour pour soins. La France est l'un des seuls, si ce n'est le seul pays en Europe, à prévoir dans son droit la possibilité de donner un titre de séjour à un étranger extra-européen malade, parce qu'il est malade, en prenant intégralement en charge ses soins. À quoi ça conduit concrètement? Il y a eu un excellent rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, il y a de ça 3 semaines. Des services saturés par l'afflux de patients étrangers sur des pathologies lourdes qui sont celles prises en charge par ces titres de séjour.
un coût global de ce dispositif qu'on ne connaît pas, mais dont on sait qu'il peut monter pour le seul aspect médicamenteux jusqu'à plus de 2 millions d'euros par an et par patient étranger. Ce qui est colossal. Ce qui est absolument colossal. Et donc tout ça, ce sont des singularités françaises. Le cadre européen nous contraint beaucoup en matière d'immigration, mais sur ces sujets-là, il y a eu une volonté proactive, si je puis dire, des gouvernements successifs de mettre en place ces dispositifs. Vous voyez, quand vous entendez tout ça, vous avez certainement des choses à nous raconter, des réactions, ou peut-être justement prendre le contre-pied de cette discussion en disant mais justement la France, on va dire, a un certain honneur à défendre à l'international, et donc c'est bien qu'elle, on va dire, distribue, non pas distribue, mais acte le fait que l'accès au logement soit inconditionnel, etc. La fameuse patrie des lois de l'homme, il y a aussi peut-être cet héritage à sauver. Éric Tegner, je vous voyais dodeliner durant l'exposé de Nicolas Bouvrmonti. Oui, parce que je pense qu'il y a deux fausses bonnes idées souvent qui sont peut-être pensées par certains des auditeurs de Sud Radio. Le fait d'abord qu'il faille régulariser des sans-papiers et ensuite qu'il faille aider les pays africains pour qu'ils puissent s'en sortir. Le premier point sur la régularisation de sans-papiers, moi je vois au gouvernement aujourd'hui des personnes qui disent qu'ils veulent lutter contre l'immigration, mais qui avaient voté l'article 3 de la loi immigration qui permettait la régularisation des sans-papiers. Imaginez un petit peu le message qui est envoyé. Moi, à nouveau, à Lampedusa, j'avais interviewé quelqu'un qui venait de Côte d'Ivoire et je lui disais, vous savez, il y a quand même des problèmes d'emploi en France, ça va pas être non plus très facile, parce qu'il me disait qu'il venait pour des raisons économiques, hein, pas parce qu'il fuyait la guerre. Hein. Ça, c'est encore une fois une fausse idée, cette idée qu'aujourd'hui les migrants, etc., les réfugiés, ils fuient d'abord leur pays en guerre. Il me disait, je sais que ça sera un travail illégal, mais que j'ai un espoir d'être régularisé. Oui, mais alors dans ce cas-là, non, mais alors sur cet argument, Éric Tegner, et ils sont nombreux parfois à nous appeler, notamment il y a de nombreuses semaines quand on évoquait cette loi immigration, les nombreux débats déjà à l'époque de Gérald Darmanin, puis avec Bruno Retailleau, à dire mais qu'on le veuille ou non, il y a des secteurs, les fameux secteurs en tension, qui ont besoin de l'immigration parce que, on va dire, ceux qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi, qui veulent un travail, ne font pas, on va dire, certains métiers très compliqués en cuisine, certains métiers très compliqués, y compris parfois dans la fonction hospitalière. Donc comment vous répondez à ceux qui vous disent c'est malheureusement un mal pour un bien, parce qu'on va régulariser certes, mais des gens qui travaillent depuis des mois, voire des années, qui le font bien, qui sont parfaitement intégrés. Comment répondre à ça ? Il y a des millions de chômeurs en France. En fait, il faut arrêter d'être dans une logique uniquement d'assistanat. Il faut mettre au travail plein de gens qui veulent pas le faire. Eux ne veulent pas le faire. Oui, mais il faut peut-être les forcer. Je trouve ça un peu plus facile de pousser des gens qui ne veulent pas travailler à travailler que de se dire qu'on va faire venir des gens de milliers de kilomètres, qu'on va quand même de facto les pousser à franchir par exemple la Méditerranée, ce qui est extrêmement dangereux. Moi je veux dire, la grande question qui m'était posée en allant dans ces pays, c'était de me demander c'est quoi ces filières de passeurs. Et au bout du compte, en voyant ces passeurs, en voyant ces gens, ma conclusion c'est quoi ? C'est que les véritables passeurs, Maxime, c'est nous. C'est nous en envoyant des messages aussi forts à ces migrants en leur disant vous avez un avenir chez nous, alors que dans les faits ça n'est pas le cas, parce que pardonnez-moi, c'est une fausse bonne idée. Le migrant, lorsqu'il va arriver en France et qu'il va faire ce travail que le français ne veut pas faire, au bout de 2 ans, il va accéder à une forme de petite classe moyenne, et lui non plus, il voudra plus faire le travail, et donc il va falloir faire rentrer à nouveau des gens, et les personnes ils vont réaliser qu'en fait le système social c'est plus intéressant, et donc on va se retrouver sur une situation où on va avoir de plus en plus de chômeurs et de plus en plus de gens qui vont être sous une logique d'assistanat social. Nicolas Bouvrmonti, sur l'argument de l'immigration dans le travail, vous, quand vous analysez la série de chiffres, on va dire, que vous engloutissez chaque jour, qu'est-ce que nous disent les chiffres précisément ? Est-ce que c'est vrai que, on va dire, ils remplissent toute une part de travail qui sont compliqués, ou est-ce que c'est une illusion de penser qu'ils viennent combler les métiers les plus compliqués que les Français chômeurs, eux, ne veulent pas remplir ? Alors je dirais que sur l'immigration de travail, il y a vraiment 3 choses qu'il faut rappeler sans cesse. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a à peine un titre de séjour sur 10 en cours de validité en France, qui est un titre pour motif économique, donc un titre de séjour pour vos auditeurs. Un titre de séjour sur 10. C'est ça, un titre de séjour sur 10, 10% du total. On a aujourd'hui un peu plus de 4 millions de titres de séjour en cours de validité. Donc les titres de séjour qui concernent des étrangers majeurs extra-européens en situation régulière. 1 sur 10 est pour motif économique, donc ce qu'on appelle l'immigration de travail. On voit à quel point cette réalité est aujourd'hui minoritaire dans l'immigration en France. Un deuxième aspect important, c'est qu'il n'y a jamais d'immigration de travail pure, dans le sens qui ne serait pas lié à d'autres types d'immigration, et que l'immigration de travail vient toujours l'immigration familiale, parce que dans notre droit, le principe de regroupement familial est consacré par les jurisprudences constitutionnelles et européennes. Et enfin, un troisième sujet peut-être plus structurel, c'est que l'immigration que nous recevons aujourd'hui, notamment quand elle est au travail, même quand elle est au travail, elle est globalement peu qualifiée. Et quand elle travaille, elle tend à occuper plutôt des emplois peu qualifiés, peu rémunérés. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique à la fois un bilan fiscal en termes de sollicitation des dépenses publiques et de contributions qui est globalement négatif, y compris pour des immigrés qui travaillent. Et ça implique aussi qu'un certain nombre de secteurs qui sont en quelque sorte drogués à cette immigration bon marché, souvent en situation irrégulière,
se dispensent de faire les investissements en capitaux, d'améliorer leur productivité, de se robotiser. Et nécessaire peut-être pour attirer les Français qui sont actuellement au chômage et qui cherchent un emploi dans ce secteur. Absolument. En faisant ça, ils continuent à se rendre peu attractifs, étant entendu qu'on a aujourd'hui, alors ce sont les données de l'OCDE de 2020, on avait en 2020 à peine la moitié, 51% des étrangers extra-européens en âge de travailler en France qui occupaient un emploi, donc il y a déjà ce vivier dans lequel piocher. Et si je peux dire bien sûr, simplement, dans quelques secondes, on se retrouve 0826 300 300 parce que les auditeurs sont nombreux. On ira du côté de Bordeaux retrouver Olivier et du côté également de Lepéreux-sur-Marne avec Luc qui veulent justement échanger, participer au débat. Peut-on réussir à maîtriser l'immigration pour que ce soit une chance pour la France? On parlait du travail, on parlait de l'économie, on parlait des règles européennes, françaises, contraignantes, pas suffisamment. Vous êtes sur Sud Radio, nous sommes encore ensemble pendant une demi-heure. 0826 300 300, on se parle vrai. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Peut-on réussir à faire en sorte que l'immigration soit une chance pour la France, donc à la maîtriser, à beaucoup mieux, on va dire, l'insérer dans le domaine économique, ou si on n'arrive pas à tout ça, est-ce que ce sont la faute, on va dire, des règles européennes? Est-ce que c'est la faute de nos propres règles à nous, de certaines naïvetés que peuvent avoir notamment nos dirigeants politiques? On vous pose toutes ces questions, 0826 300 300. J'en discute avec Nicolas Pouvomonti, cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et avec Éric Tegner, qui est le fondateur de Frontières, mais qui lance dans 2 semaines, le 15 mai pour être précis, Frontières Plus, une plateforme pour retrouver toute une série d'enquêtes, de documentaires, de reportages, dont le premier précisément sur justement ce business de l'immigration avec les passeurs que vous êtes allés rencontrer. Vous nous avez donné quelques détails. 0826 300 300, on part du côté de Bordeaux, retrouver Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien, il fait beau. Donc il fait beau. Vous êtes à Bordeaux, vous écoutez Sud Radio, c'est une certaine idée du bonheur finalement. Oui, ça pourrait être pire, on va dire. Voilà. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure et vous dites, mais quand même, il faut rappeler que la France est un pays d'immigration parce que c'est un fait historique. Il y a peut-être beaucoup de choses à corriger, mais d'une certaine manière, on doit en être fier. C'est ça, Olivier ? Il y a plusieurs choses. Déjà, notre histoire, c'est une histoire mélangée. Je ne vais pas remonter aux Romains et au califat arabe en 720 à Béziers, mais en tout cas, on a une histoire déjà de créolisation qui est assez ancienne, en plus d'avoir une histoire coloniale qui fait qu'on a un rapport à l'immigration, parce que quand on regarde la population qui immigre chez nous en France essentiellement, c'est une population qui provient des anciennes colonies au départ. Alors après, il y a quelques exceptions près. Et il semble aussi qu'on a peut-être on l'a vu à travers le problème avec l'Algérie ces derniers mois, qu'on a un petit problème de... On continue à le voir, même. Oui, mais on a un problème de décolonisation des esprits, en fait. On se rend compte que la France n'a peut-être pas fait le travail qu'elle devait faire pour pouvoir accepter l'immigration à la hauteur de ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire que c'est une richesse, et tant l'immigration que la créolisation, mais ça dépend comment on fait les choses. J'entendais juste avant votre intervenant qui expliquait qu'elle permettait de maintenir une espèce de dumping social, et c'est pas la société qu'on veut en fait. Donc mais précisément, si c'est pas, pardonnez-moi de vous apporter la contradiction, camarade Olivier, mais si c'est pas ce qu'on veut, est-ce que justement c'est quelque chose de sain qu'on continue potentiellement à en accueillir autant, à en faire travailler autant, si nous ne sommes pas capables derrière d'en assurer, on va dire, l'assimilation? Alors, on n'a pas le choix, parce qu'on a besoin d'eux, d'une part, et deux, on a le même problème avec les citoyens français. C'est un problème citoyen. Si vous voulez, à un moment donné, on va montrer du doigt l'immigration, elle sert de cache-sexe. Le problème qu'on a, les gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et qui travaillent à plein temps et qui sont obligés de faire des travaux au black pendant le week-end, c'est l'histoire de tous les Français d'être de plus en plus nombreux. Il y a une paupérisation, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Donc si je vous suis bien, Olivier, ce que vous nous dites au 0826 300 300, c'est de dire en réalité, on accuse l'immigration de beaucoup de maux qui concernent énormément de Français, que ce soit le déclassement économique, le dumping et la difficulté à trouver du travail. C'est ça, discussion entre Nicolas Pouvomonti et Éric Tegner sur ce sujet qui vous répondent et on entretient le dialogue. Nicolas. Écoutez, alors sur l'histoire du peuplement de la France, on ne va pas faire de grandes parenthèses. En vérité, la population de la France est restée globalement homogène et stable pendant au moins 1500 ans. Ce qui trace la singularité de la France, c'est vraiment une forme de sédentarité. En revanche, la France a été effectivement une très grande terre d'accueil. A été le premier pays d'immigration en Europe à la fin du 19e siècle, ça c'est très vrai. Une immigration qui est restée essentiellement européenne pendant un siècle et qui a ensuite changé de nature à partir des Trente Glorieuses.
Mais ce qu'il faut dire, au-delà de toutes les considérations historiques, c'est que la situation migratoire que nous vivons aujourd'hui est inédite par à peu près tous les aspects. C'est-à-dire qu'il est factuellement vrai d'affirmer qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. Le nombre de premiers titres de séjour qu'on a accordé l'an dernier était le triple de celui qu'on accordait à la fin des années 90. Le nombre de premières demandes d'asile que nous avons reçues a été le triple de ce qu'on recevait à la fin des années 2000. L'immigration irrégulière, par nature, elle est difficile à quantifier, mais si on prend un indicateur classique... La Cour des comptes, c'est quoi, entre 900 000 et 1,2 million C'est ça, le ministère de l'Intérieur est plus prudent, dit 600 000 à 900 000, mais on est en tout cas dans ces eaux-là. La fourchette, on va dire proche du million, un peu bas. Et pour ce qui est de la dynamique, on a un indicateur intéressant qui est celui des bénéficiaires de l'AME, on en parlait, l'aide médicale d'État, réservée aux étrangers en situation irrégulière. Le nombre de ces bénéficiaires de l'AME a triplé en 20 ans, ce qui atteste de la dynamique globale de l'immigration clandestine. Et peut-être un tout dernier point, cette fois-ci, pour aller dans le sens de votre auditeur. La France a effectivement la singularité de recevoir l'immigration la plus africaine, la plus largement originaire du continent africain parmi tous les pays d'Europe. C'est 3 fois la moyenne de l'UE pour ce qui est de la part des immigrés africains dans le total des immigrés en France. Olivier, est-ce que vous êtes convaincu du côté de Bordeaux par le plaidoyer que vient de livrer Nicolas avant d'écouter le camarade Éric Tagner aussi? En fait, je pense pas que ce soit contradictoire. Moi, j'entends ce qu'il vient d'expliquer, mais les faits sont têtus. Comme je le disais, l'immigration africaine, elle a une histoire et c'est notre histoire coloniale. Et là, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à Mathusalem. Et on voit bien qu'il y a une immigration, par exemple, en Europe, du peuple libyen, du peuple syrien et d'un certain nombre de peuples qu'on est allé bombarder ou même faire tomber, comme c'est le cas de la Libye. Et on n'aurait pas de responsabilité. On regarderait juste les conséquences en disant « Oh, on se fait envahir ». Bah non, on est parti bombarder chez les gens. Il se passe des trucs après, quoi. Oui, donc mine de rien, on subit un peu les conséquences de nos actes, Olivier. Il y a une politique autour des hydrocarbures qui fait qu'on a ce genre de conséquences d'immigration. On ne va pas se voiler la face. Donc après, l'immigré devient un prétexte, mais si on avait laissé tranquille les gens chez eux, ils seraient peut-être pas venus nous voir. On a quand même ce problème-là de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de conflits et qu'on est parti intervenir avec l'OTAN, entre autres, dans plein de pays où on n'aurait pas dû mettre les pieds. Donc merci tout simplement de votre franc-parler, Olivier, depuis Bordeaux. Embrassez cette belle ville, surtout que vous avez la chance de profiter sur du soleil. Éric Tagner, je voyais trépigner face à un certain peut-être vocabulaire du camarade Olivier qui parlait de créolisation, sur la part de colonisation qu'on n'aurait pas assumée jusqu'au bout. Oui, alors déjà, moi j'ai bombardé personne, mes parents non plus, mes grands-parents non plus, et donc c'est vrai que j'ai du mal à entendre tous ceux qui disent en fait il y a eu la colonisation et on doit payer désormais. Et il faut payer jusqu'au bout, il n'y a aucune limite, c'est ça qui pose problème. Moi, sur le fait que ce soit peut-être encore un traumatisme, peut-être entretenu, notamment, on l'a vu largement par l'Algérie, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui fait que certains entretiennent un rapport complexé. Mais dans ce cas-là, il faut divorcer définitivement. Si on veut ne pas les traiter, les Algériens, comme justement une catégorie différente, il faut arrêter de leur donner des accords privilégiés. Moi, c'est ça le problème qui me dérange. Mais je vais vous dire, les auditeurs de Sud Radio, je pense qu'il y a un parler vrai. Dans les faits, ils ont vu le pays changer. Oui, l'immigration aujourd'hui qui pose problème, c'est une immigration d'origine africaine et d'origine arabo-musulmane, parce qu'il y a un problème d'assimilation dans le pays. L'immigration d'origine italienne, d'origine polonaise, d'origine ukrainienne, ça ne pose absolument aucun problème. On a accueilli plus d'1 million d'Ukrainiens en Europe, personne ne s'en est plaint. La vérité, c'est ce sujet de l'assimilation qui pose un véritable souci et qui pose un problème d'identité dans le pays. Moi, je vais vous dire, ce qui m'inquiète, moi, c'est l'émigration. Il y a près d'1 million de Français qui ont quitté le territoire et ça ne nous intéresse pas. Et quand on va nous dire, oui, c'est une chance pour la France, mais pardonnez-moi, moi je constate ces dernières années une tiers-mondisation de nos services. Ça va vous paraître populiste ce que je dis. Non, mais ça, sur le coup, c'est pas que de la faute de l'immigration. La tiers-mondisation des services, c'est l'hôpital, la police. Si vous avez des auditeurs de SFR ou d'Orange qui vont appeler le service client, ces dernières années, à chaque fois, on a des gens qui ne parlent pas la langue française. Mais vous le savez mieux que moi, tout simplement pour les bénéfices, où ils mettent quelques usines au Maroc et ailleurs, parce que ça entraîne, si vous voulez, une baisse des prix. Il y a ça partout. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette nouvelle immigration qui prend certains emplois sont des emplois, on le voit moi dans le bâtiment, sont des emplois, la peinture va être mal faite, etc. parce que c'est pas la même qualité. Est-ce qu'on veut aujourd'hui qu'en France, les services soient faits par des gens qui effectivement viennent de pays où la qualité est quand même moindre? Je veux dire, il y a 400 000 étrangers sur le territoire qui sont au chômage. Pourquoi on les fait pas travailler? Alors, est-ce que Luc va être de votre avis, qui nous appelle du côté de Le Perreux-sur-Marne? Vous nous avez appelé 0826 300 300, Luc, en disant écoutez, j'adore votre discussion, mais moi je vais être encore plus franc. Vous avez une question, j'ai la réponse. L'immigration n'est pas une chance pour la France. C'est ça, Luc? Bonjour Maxime, bonjour à vos invités. Alors, merci beaucoup de nous appeler. Je vous en prie.
Merci de me recevoir surtout. Tout d'abord, je ne veux pas faire preuve de parti pris, ça c'est pas du tout mon genre, mais je voudrais faire toutes mes félicitations et encourager, s'il en est besoin, Éric Tegner et à son équipe pour leur travail sanitaire. Parce que vous les rejoignez sur le constat et sur l'urgence peut-être qu'il faut avoir sur quoi? Sur l'urgence migratoire, c'est ça selon vous? Totalement. Nous sommes engagés dans une pente qui est mortifère pour notre pays, mais réellement mortifère. 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 Nous sommes en train de perdre tout ce qui fait, je dirais, notre originalité en se pliant par la faute de dirigeants. Vous disiez tout à l'heure naïfs. Non, ils ne sont pas naïfs. Ils connaissent très bien la situation. Ils sont lâches. Tout simplement. Pour vous, c'est quoi? C'est en réalité, si j'essaye de tisser le fil de votre pensée, Luc, c'est quoi? C'est des dirigeants qui n'ont d'abord peut-être pas voulu voir le problème de l'immigration et qui ensuite se sont arrangés avec, et donc aujourd'hui on se retrouve avec le fameux sentiment de submersion prononcé par François Bayrou? Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité de la submersion. Quand Éric Tegner parle de la situation à l'hôpital, j'espère pour vous que vous n'y allez pas et vous n'y irez jamais. Allez très malheureusement si. Dans les services d'urgence. Et vous verrez comment ça se passe. Moi, j'ai passé pas mal d'années en Belgique. Oui, Belgique, pays qui a sombré dans justement ce que le Figaro Magazine il y a quelque temps appelait le Belgiquistan, c'est-à-dire une islamisation progressive de la société. Ah oui, elle est méchamment progressive. Hein. Et c'est ce qui nous guette. Il faut arrêter de jouer les benets. L'immigration islamique, musulmane, je ne vais même pas dire islamique, je veux dire musulmane, n'est absolument pas une chance pour la France. Luc, que l'islamisme soit un problème pour ce pays, je pense que tout le monde est d'accord dans ce studio pour le reconnaître, que les musulmans sont un problème pour la France, je ne vois pas le sujet. Non, quand je dis l'immigration musulmane, je reprends effectivement ce dont on parlait, c'est-à-dire de l'immigration africaine. Oui, je vois, c'est ce que dit Nicolas Pouvreau-Monti qui, en vous écoutant, voulait réagir notamment. Non, effectivement, et peut-être pour rebondir sur ce que dit votre auditeur, Luc. Il y a effectivement, Luc pointe le degré de pression qui est mis sur certains services publics, dont les services de santé, et ça, c'est vrai que c'est un marqueur majeur de notre politique d'immigration qui rajoute des degrés de pression d'accueil qu'ils rejoignent, parce que plus jeunes, en meilleure forme physique, etc. En France, c'est l'inverse. La part des femmes immigrées qui déclarent un mauvais état de santé est supérieure de moitié à celle des femmes non immigrées, à celle des femmes sans ascendance migratoire. Et ce ratio est supérieur d'un tiers chez les hommes immigrés. Donc on a une immigration qui globalement est en mauvaise santé, qui globalement aussi est moins en emploi. Peut justement justifier la pression que dénonçait le camarade Luc à l'instant au 0826 300 300 de dire oui mais regardez les urgences, etc. C'est ça, qui va à la fois plus recourir au système hospitalier et au système de soins en général, tout en contribuant moins à son financement, parce qu'on l'a dit, on a une immigration qui est peu en emploi. Et peut-être un deuxième exemple très rapide sur la question du logement. On a en France la singularité d'avoir un système de logement social très particulier. Un quart des logements sociaux dans l'Union européenne se trouvent en France. Et les immigrés vivent en moyenne 3 fois plus souvent en logement social que les personnes sans ascendance migratoire, ce qui implique des enjeux financiers et des enjeux d'éviction qui sont assez évidents. Les chiffres pour éclairer ce débat, mine de rien, complexe. Peut-on réussir à maîtriser l'immigration pour que ce soit une chance pour la France? Vous êtes sur Sud Radio, vous avez le parler vrai de nos intervenants, Éric Tegner et Nicolas Pouvreau-Monti, mais également des auditeurs qui s'accumulent au standard. Dans quelques instants, on partira du côté de Bordeaux, encore, décidément, quelle belle ville, avec Xavier, et du côté de Cédric également. L'un qui dit « je suis d'accord avec Éric Tegner », l'autre qui dit « mais soyons francs, si on arrête l'immigration, notre pays coule ». Vous voulez vous aussi participer à ce débat? 0826 300 300, l'application Sud Radio, vous le savez, c'est le parler vrai. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Et dernière partie de notre débat sur l'immigration avec d'un côté les chiffres, la rigueur, Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démocratie, et de l'autre Éric Tegner, fondateur de Frontières Plus, mais de Frontières, et vous lancez dans 2 semaines Frontières Plus le 15 mai avec une série de documentaires, de reportages, le premier gros volet étant dédié à l'immigration. On veut votre avis, vos commentaires, votre participation à cette discussion 0826 300 300 sur l'application Sud Radio, et vous êtes nombreux. On part du côté de Cédric, côté Autignac. Bonjour Cédric. Est-ce que vous êtes avec nous, Cédric? C'est moi. D'habitude, vous devrez que la porte.
Ah ben non, Alors Cédric, je crois que vous êtes formidable, mais on va vous laisser visiblement gérer une altercation avec un livreur qui n'a ouvert que la porte. Ça a été très compliqué. Prenez ce temps-là, Cédric, et vous nous appelez quand vous êtes à nouveau tranquillement dans votre canapé. On va partir du côté de Bordeaux plutôt. Bonjour Xavier. Bonjour Maxime. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous n'avez pas de problème de livreur ou avec votre porte tout roule, vous pouvez parler sereinement. Je peux parler sereinement. J'ai juste la petite qui a 1 an qui pleurniche un peu dans son lit à côté, mais ça va. Mais si, laissez-la à côté de Sud Radio et je vous assure qu'elle va réussir à être bercée tranquillement. Vous nous appelez pour nous dire... Elle va être bercée par vos citations de Vladimir Lénine ou Mark Twain, je sais pas, mais vous avez dit tout à l'heure, les faits sont têtus. Ah, alors bon. Non, vous nous appelez pour dire dans ce débat, si on arrête l'immigration, mine de rien, soyons francs, notre pays coule. Bah effectivement, en fait, au-delà de, j'ai entendu les frustrations, les angoisses identitaires qui ont été évoquées par les personnes en plateau ou par les personnes qui sont intervenues qui sont au téléphone. Une réalité. Il y a des angoisses identitaires. J'ai entendu des propos racistes qui sont condamnables par la loi. Quand j'entends dire que le travail des immigrés arabo-musulmans ou africains est de moins bonne facture que celui, par exemple, des immigrés italiens, c'est clairement du racisme. Non, mais ce qu'on disait, Xavier, ça a été montré avec les chiffres, c'est que c'est que l'immigration ici en France, quand elle travaille, c'est une immigration qui était beaucoup moins qualifiée. Mais en fait, on a des immigrés qui sont peu qualifiés, mais on a aussi des immigrés très qualifiés. Par exemple, il y a des domaines dans lesquels la France ne forme pas assez d'ingénieurs, par exemple, ou de médecins. Et donc, on a beaucoup de médecins et d'ingénieurs étrangers qui viennent travailler en France et qui justement arrivent à faire tenir notre système. Donc tout ce que j'entends, c'est cette angoisse identitaire. Je la comprends, je la conçois. Les gens comprennent. Enfin, on a beaucoup de soixantenaires, etc., de personnes âgées qui ont l'impression, le sentiment que la France change. Oui, la France change. Oui. Non mais Xavier, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, moi je vous rejoins évidemment, heureusement qu'il y a énormément d'immigration dans certains pays, les fameux secteurs en tension, et vous écoutez sans doute le débat depuis le début, on l'a précisé, l'idée c'est justement d'essayer d'entendre toute une nuance de pensée sur ces sujets. Vous dites et vous êtes convaincu, en tout cas de ce que j'entends, vous croyez que c'est en réalité l'angoisse identitaire qui prend le pas sur le débat aujourd'hui en France, c'est ça ? En fait, on a surtout un enjeu politique, c'est-à-dire qu'on a un enjeu politique, c'est-à-dire qu'on a des mouvements politiques qui jouent sur cette angoisse identitaire pour faire leur fonds de commerce. Et donc ils alimentent ça à base de théories fumeuses et ils oublient de dire aux gens ce que je vais vous dire là tout de suite et qui va, j'espère, convaincre même les plus racistes d'entre eux. Allez-y, la plaidoyer de Xavier sur Sud Radio, allez-y. C'est de dire même à ceux qui votent le plus à droite possible, voilà. Écoutez bien, si on arrête l'immigration, alors oui, il y aura peut-être moins de musulmans et d'Africains en France, qui arriveront en France, mais le problème, c'est qu'il est économique, le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux de natalité qui était avant au-dessus de 2, là on est passé en dessous de 2, on est à 1,6, 1,7. C'est-à-dire et la pente va encore s'affaisser. C'est-à-dire que là, la France va inéluctablement vers un taux de natalité qui va descendre, diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement ? Ça veut dire qu'un taux de natalité plus faible, c'est l'incapacité des générations à renouveler la force économique. Et donc la capacité de notre pays à rester une grande puissance économique pour faire tenir le régime des retraites, pour faire tenir les grandes entreprises, pour faire tenir tout un tas d'éléments économiques. Si notre natalité baisse, et elle est en train de baisser, elle va inéluctablement baisser, il faut absolument qu'on ait de l'immigration pour compenser justement cette baisse de la natalité. Mais avec cette idée, vous rejoignez en réalité énormément de grands patrons, Xavier, qui disent, je me souviens de Carlos Tavares qui il y a quelques mois avait assumé de dire bien sûr qu'on va devoir faire appel à l'immigration pour justement faire rouler une économie, et vous rejoignez aussi Luc qui était du côté de Bordeaux tout à l'heure, qui avait un peu le même discours que vous. Merci d'avoir apporté de la contradiction depuis Bordeaux, le camarade Xavier. 0826 300 300. Nicolas Pouvomonti, en effet, l'idée peut-être d'une angoisse identitaire, mais on revient toujours à cette idée qu'en réalité l'immigration est indispensable à l'économie. Écoutez, effectivement, au-delà des angoisses réelles ou supposées et des idéologies, il me semble utile d'en revenir aux faits. On a aujourd'hui quasiment la moitié des étrangers extra-européens en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est le taux de pauvreté des étrangers extra-européens le plus élevé de l'UE avec celui de l'Espagne. C'est un taux 4 fois supérieur à celui des Français.
Et ça dessine un profil d'immigration qui aujourd'hui ne contribue pas en moyenne positivement à la fois aux finances publiques et à la santé économique du pays, étant entendu qu'il y a aussi, ça va de soi, une immigration hautement qualifiée dans certains secteurs sur lesquels la dépendance à l'immigration pose quand même un certain nombre de questions. On parle beaucoup des médecins étrangers qui sont évidemment formidables. Moi, je m'inquiète d'un pays développé qui n'arrive pas à former suffisamment de médecins. De la même façon que je m'inquiète d'un pays développé qui n'arrive pas à former en son sein suffisamment d'ingénieurs pour porter sa croissance. Et on évoque les métiers en tension, qui a effectivement un ensemble de filières aujourd'hui qui ne fonctionneraient pas sans l'immigration, parce que ces secteurs sont peu attractifs, parce qu'il y a effectivement des systèmes de désincitation au travail aujourd'hui peut-être dans notre système social. Mais il faut là aussi en revenir à la réalité macro, la réalité globale. On a, donc c'est les dernières données du recensement INSEE 2021, on a dans notre pays 1,2 million de ressortissants étrangers qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Et sur certaines nationalités, c'est 40% du total. Par exemple, 40% des Algériens en France, dernière donnée de l'INSEE, ne sont ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Aujourd'hui, les grandes moyennes de l'immigration, ça nous amène, hélas, vers des constats comme cela. Éric Tegner, vous entendez aussi, mine de rien, une part, tous les auditeurs ne peuvent pas être d'accord avec vous, une part de ceux qui vous disent, bon, écoutez, déjà, vous parlez d'une certaine manière qui peut choquer, et ensuite, vous surfez, mine de rien, et vous faites un business sur une vague qu'on ne devrait pas entretenir. Moi, je pense simplement qu'il y a une majorité de Français, c'était une minorité silencieuse, ça devient une majorité silencieuse, qui effectivement aujourd'hui n'est pas juste dans une angoisse identitaire, qui en fait voit la problématique de l'immigration sur leur territoire. Je pense que c'est la variable, c'est-à-dire que depuis le 2020, changement dont vous parliez tout à l'heure. Mais c'est partout maintenant. C'est en Bretagne, c'est dans les petits villages. Les gens pensaient à une époque que finalement, s'ils partaient loin, s'ils quittaient certaines banlieues, de toute façon, ils sont préservés de ça. Et aujourd'hui, ils constatent que parce qu'il y a une répartition des migrants dans les campagnes, avec une certaine aussi insécurité qui en vient, avec parfois des transformations au cœur des villages. Moi, je suis désolé, en Bretagne, j'étais récemment dans mon petit village de 2000 habitants et je voyais certains commerçants qui se plaignaient du fait qu'il y ait un kebab et qui ne comprenaient pas qu'avant il y avait une crêperie. Donc peut-être que Olivier, que j'entends, que je comprends, dira en même temps il fallait mieux faire marcher la crêperie et si le kebab est là, c'est qu'il y a une demande. D'accord, très bien, mais la vraie question qu'il faut poser aux Français, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous voulez que la France devienne dans 10 ou 15 ans? Voilà. C'est-à-dire, il faudra un vrai débat. Est-ce qu'on veut devenir un pays d'origine judéo-chrétienne à un pays judéo-chrétien musulman ou pas? Et on a le droit, en tant que citoyen français, de dire on ne le souhaite pas et de mettre en place les politiques pour y arriver. Et ça, je trouve pas ça choquant, je trouve ça fondamentalement démocratique. Nicolas Pouvon-Monty, le mot de la fin, vous avez 30 secondes. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Eric, l'une des réalités majeures de ces dernières années, c'est effectivement la diffusion de l'immigration sur l'ensemble du territoire. Pour ne prendre que quelques exemples qui sont effectivement dans le Grand Ouest, des régions restées globalement à l'écart des grands courants migratoires jusqu'il y a peu. La part des immigrés dans la population de villes comme Le Mans, Brest ou Caen a doublé en 15 ans. Dans des communes plus petites de Loire-Atlantique ou d'Ille-et-Vilaine, elle a été multipliée par 3, par 5, par 8. Et ça fait effectivement que cette réalité migratoire, elle est aujourd'hui perçue de manière très concrète, non seulement dans certaines régions historiquement concernées, mais sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, le débat a eu lieu pendant de longues minutes sur Sud Radio. On a parlé vrai. Je remercie encore les nombreux auditeurs qui ont réagi sur l'application, bien sûr, et au 0826 300 300. Passez une excellente après-midi sur Sud Radio. Dans quelques instants, vous retrouvez naturellement Brigitte Lay qui va s'interroger sur les différentes étapes d'une histoire d'amour. Et bien sûr, 17h, 20h, les vraies voix en direct de la Foire de Paris. S'il vous plaît, ils vont revenir longuement sur les polémiques qui entourent actuellement le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et bien sûr, depuis la Foire de Paris, faire une ode à l'artisanat. Nous, on se retrouve demain, même radio, même heure.